Oui, 14h35. On est de retour, pour continuer cette discussion sur Haïti. Et moi, avant d'aller à la pause, on parlait justement du comportement des uns et des autres, des étrangers qui arrivent sur le sol et qui prennent possession, surtout les Américains. On rappelle même qu'au tremblement de terre, les Américains, qui n'étaient pas les premiers à arriver sur le terrain, quand ils sont arrivés, tassez-vous tout le monde, là, the big is there, OK? Alors... ça rappelle le début du 20e siècle aussi, hein? Faut pas l'oublier. Le début du 20e siècle en Haïti, faut pas l'oublier. L'occupation américaine pendant plus de 20 ans. Alors, messieurs, lorsqu'on constate ça, on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? France nous dit, mais lorsqu'ils arrivent aussi en Europe, c'est à peu près comme ça. Ils sont les premiers, big shoes, on prend toute la place, etc. Mais particulièrement en Haïti, messieurs, actuellement, le pouvoir s'est effondré, ça fait belle lurette. Il n'y a personne pour même collaborer. Il y a des bons coups, mais qui ne sont pas au niveau de la sécurité. Il y a quand même des bons coups au niveau des douanes. Il y a eu des très bons chiffres qui sont sortis pour les revenus du mois de janvier, par exemple. Il y a une restructuration au niveau de la BRH qui semble fonctionner. Mais sur le plan politique, il n'y a absolument rien. C'est contradiction par-dessus contradiction. Parce que on parlait, justement, on disait que Montana semblait être en lien avec ce pouvoir pour qu'il y ait un semblant de discours uniforme par rapport à cette situation qui conviendrait exactement à cette situation, qu'on présente un peu cette intervention qu'on demande comme quelque chose qui est souhaité par au moins les politiciens du pays, n'est-ce pas, de manière... Jean-Emmanuel a peut-être oublié, parce qu'il faut mentionner qu'il y a une troisième voie, une coalition composée de Petite Dessalines qui vient de se constituer. Là. Et qui vient de se constituer et qui appelle à une mobilisation les 6 et 7 février, date symbolique 7 février, etc. Tout ça, je ne dis pas que ce soit mauvais, mais ça confirme qu'il n'y a pas un discours allant dans un seul sens, surtout face à une telle situation. Je ne veux pas dire qu'il Dessalines c'est un peu c'est son rôle habituel. Tout le monde, je pense, reconnaît ça aussi. C'est-à-dire, il n'ose jamais s'impliquer dans les grandes idées, dans les grandes coalitions avant qu'il y ait vraiment quelque chose de concret qui soit sur la table. Et même là, si ça peut remettre en question leur avenir électoral, ils n'oseront pas Gaillé Peloton. Ils sont toujours un peu en retrait. Donc, ça surprenait personne qui n'ait pas participé non plus aux grandes décisions, associations de politiciens et de groupes politiques et de la société civile. Mais j'aime le rappeler aussi souvent, en tout cas, c'est toujours difficile à évaluer dans un pays quelle est la popularité des politiciens, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce qu'il y a il divise beaucoup les gens. C'est un personnage politique qui divise beaucoup les gens, mais il a énormément il a un discours qui va rejoindre énormément de gens. Ça a été probablement, en tout cas là, je sais plus trop dans les dernières semaines, les derniers mois, mais ça a été longtemps un des politiciens dans les dernières années les plus populaires au pays. En tout cas, moi, quand je me promenais d'une région à l'autre, souvent c'est le seul qui revenait. Ah non, on n'y croit plus. Ah, peut-être lui, mais évidemment toujours avec les bémols, mais il y avait un intérêt quand même très marqué pour son discours de libération et on a tendance à le mettre de côté, ce qu'il faudrait probablement pas faire. Jean-Emmanuel, oui. Bon, moi, il y a deux choses qu'il faut... Parce que je veux regarder le bémol. Est-ce que c'est uniquement de la faute des étrangers qui s'arrogent le droit et qui arrivent... Parce qu'il faut rappeler, moi, tu n'aimes pas lorsque je dis ça, au moment du tremblement de terre, Étienne, côté par Luc, les étrangers rentrent dans le pays. On dit les Américains n'étaient pas les premiers. Ils sont venus par la suite. Ils vont prendre toute la place. Mais le président n'était pas mort, là.
la phrase célèbre de Préval à ce moment-là, My Palace collapse. Collapse Bah. de feu, M. Alors, Préval. dans des... Mais je pense que le problème, la vraie pierre angulaire, je ne sais pas si tout le monde se renvoie la balle, mais c'est le poste de premier ministre ou intérimaire ou de président intérimaire. C'est depuis le début, depuis la transition de l'ancien premier ministre, M. Joseph, à l'actuel premier ministre, jusqu'à aujourd'hui, le vrai enjeu, ce qui achoppe dans toutes les négociations, c'est comment on va se départager le pouvoir. Il y a un camp, celui d'Ariel Henry, qui dit nous, on va fonctionner en transition technocratique et on va faire jusqu'aux élections, et il le tient mordicus. Et il y a un autre camp qui a perdu confiance en Ariel Henry, qui est un politicien très peu populaire en ce moment dans le pays, et ils disent non, sans que lui ne démissionne pas, sans qu'il ne parte pas. Et on ramène souvent aussi pas les accusations, mais les soupçons, ou en tout cas les questions qui ont été posées dans le cadre de l'assassinat du président Moïse, pour justement discréditer sa figure. Mais c'est cette position-là qui semble vraiment irréconciliable, et tant qu'Ariel Henry peut se garder au pouvoir, il ne voudra pas lâcher du lest. Alors, Jean-Emmanuel, qu'on regarde, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est exclusivement de la faute de l'étranger quand il arrive et il dit, il n'y a personne à la place pour occuper, pour décider, je vais décider à leur place? Non, c'est pas le cas, puisque... ils ont quand même une partie de responsabilité, je veux pas dire que c'est complètement... C'est pas le cas, c'est en aval, au contraire, qu'ils réagissent. C'est eux qui déterminent la séquence des événements. Donc, ils savent très bien comment ça va se passer et n'attendent pas. La preuve, et tu as parlé de Préval, moi j'aime prendre l'exemple de René Préval, qui, dans des circonstances données, a mis à nu l'attitude de la communauté internationale. Quand Préval a dit qu'on n'a pas besoin de toutes ces forces militaires, qu'on aurait plus besoin de soutien pour les routes, pour ci, pour ça, est-ce qu'il ne peut pas avoir une reconversion d'une partie de la mission? Et ils ont répondu, non, c'est pas ça la chose. La chose, c'est l'occupation militaire, c'est la présence militaire. La deuxième chose concernant René Préval... Alors qu'il y avait très peu de problèmes de sécurité à l'époque, là, on rappelle là. Absolument. Et la deuxième chose par rapport à René Préval, que tu aimes évoquer d'ailleurs, mais qui pour moi est très ironique aussi, c'est le fait de dire « je vais demander à la communauté internationale ce qu'elle pense de l'organisation d'élections après le tremblement de terre », parce que ce qu'il avait dit dans un premier temps, c'était m'a-t-on rappelé, c'était que le pays n'est pas prêt pour avoir des élections après ce qui s'est passé après le 12 janvier. Et le discours de l'international a dit qu'il fallait organiser des élections. C'est le même discours aujourd'hui qui est confronté Et c'est exactement ça. On se retrouve avec une crise qui, en grande partie, a une responsabilité de l'international là-dedans, parce que l'attitude par rapport au dossier de Jovenel Moïse, comme je vois que Jean-Ernest touche différents aspects, on va revenir peut-être au dossier de Jovenel Moïse, mais l'attitude dans le dossier de Jovenel Moïse prouve ou confirme des suspicions qui étaient là et qui deviennent de plus en plus des suspicions légitimes sur le fait que si les Américains, si l'international n'a pas participé activement dans l'assassinat du président, il y a certainement un moment où cet international qu'on connaît très bien a fermé les yeux par rapport à cet assassinat. Jean-Emmanuel, on va avoir un... Oui. J'aimerais juste rappeler deux choses. La première, c'est que là où l'international pose la question des élections, elle n'a jamais posé la question des élections durant l'exercice du pouvoir par Jovenel Moïse. On a passé des années sans qu'il n'y ait jamais eu d'élection. Deux, c'est la même chose. Autant il disait à Montana, je pense là aux premières rencontres, il faut des élections immédiates. Exact. Cela fait combien de temps qu'il n'y a pas eu d'élection dans ce pays et qu'il n'y a aucune autorité légitime dans ce pays. On rit à la face. Franz, est-ce que je peux mettre juste un petit bémol? Un petit bémol, mais je vais te laisser continuer. C'est que durant cette période-là, il y avait quand même des élus au pouvoir. Il y avait mais on s'entend. Les échéanciers électoraux. Oui, mais il y avait quand même des élus. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun élu. Non, sous Préval, sous Aristide, ils ont exigé immédiatement qu'il y ait des élections. Ils ont même voulu, des fois, manipuler cette question. Or,
autant on n'a jamais exigé de Jovenel Moïse ni de Ariel Henry qu'il y ait des élections. Ce qui a aggravé la désinstitutionnalisation du pays, puisque il n'y a ni CASEC, ni autorité communale, ni chambre des députés, ni sénateur, ni président. C'est-à-dire aucune autorité n'est légitime dans ce pays. Or, mais tu comprends, Franz, ce qu'il ne faut pas faire, Franz, ce qu'il ne faut pas faire, c'est une déduction que tu fais, que tu sembles faire. Puisqu'il n'y a pas eu d'élection, c'est de la responsabilité. Puisqu'ils n'ont pas forcé Jovenel à faire des élections, c'est la désinstitutionnalisation du pays est imputable uniquement à ces gens-là. Absolument, puisque quand ils ont rencontré Montana, ils ont dit on ne peut pas avoir de transition sans des élections immédiates. Mais c'est clair qu'au départ... C'est l'exigence qu'ils avaient mis à Montana. Exactement, et c'est clair qu'au départ, dès Montana, on en a parlé dans les dernières semaines, mais quand on parlait d'élections sur 2 ans... Mais déjà, il n'y avait plus d'autorité élue. Mais ça veut dire que l'international trouvait... Ils n'ont pas exigé d'Ariel Henry des élections. Ils ont exigé des élections à Ariel Henry qui a sorti le discours qu'il voulait et à chaque fois, elle avait la bonne excuse pour les renvoyer. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on riait à la face des gens de l'accord de Montana en disant, franchement, c'est ridicule, 2 ans sans démocratie, ça n'a pas aucun sens, c'est pas sérieux, il faudrait que votre plan soit plus sérieux. Et on voit que le cheval qui a été choisi, finalement, serait probablement, était peut-être pas le bon parce que justement, si on avait eu un 2 ans de transition clair avec des étapes claires et vraiment pour arriver vers quelque chose de consensuel, on est loin de ça. Et là, en ce moment, on est encore plus loin que jamais. Oui, mais Ariel Henry était clair sur le fait mais que... Jean-Emmanuel, c'est moi qui ai arrêté Franz Voltaire. Et on n'a pas le droit d'arrêter Franz Voltaire. Non, on a le droit de m'arrêter, mais je laisse la parole à mon ami Pierre-Emmanuel. Ah, mais c'est une affaire d'amis. On se passe la balle. OK, d'accord, Jean-Emmanuel. Non, je l'aurais passé à toi aussi. Mais ce que Étienne a souligné, ce que Franz a souligné, et qui est fondamental, comprenez une chose. L'international, dans le discours, voulait absolument qu'il y ait des élections. OK? Mais l'international savait que c'était impossible d'organiser des élections dans les circonstances. Il y avait, par exemple, un basket fund qui avait été créé sous Jovenel Moïse pour organiser les élections. Jusqu'à la mort du président, il n'y avait que ce qu'avait mis dans le panier, que ce qu'Haïti avait mis dans le panier, qui était dans le panier. Mais pendant ce temps, le discours, c'était il faut organiser des élections, il faut aller avec des élections, etc. C'est la même chose par rapport à Ariel Henry. C'est-à-dire, au moment où Ariel Henry a compris le jeu, ou qu'on lui a dit, parce que Ariel Henry n'agit pas seul, ou qu'on lui a dit... la question des élections, on sait que ce n'est pas pour maintenant. Donc, il continue, comme pour le dialogue, d'alimenter une certaine opinion publique internationale avec la question des élections, la question des négociations, etc. Pendant ce temps, il fait tout sur le terrain pour que les soi-disant rencontres ne donnent aucun résultat en dehors de ceux qui ont besoin qui sont passés trop de temps dans l'opposition et qui ont besoin d'argent, en dehors de ceux qui l'acceptent comme premier ministre ou président, en fait, parce qu'aujourd'hui, il occupe les 2 fonctions. Non, il n'est pas président, il est empereur. Il est tout ce qu'il veut. Alors, c'est peut-être moi qui ne comprends pas. Parce que nous sommes en train de dire les mêmes affaires. Lorsque vous parlez, parce que si on part du principe que les nations n'ont pas d'amis, mais elles ont seulement des intérêts. Donc, automatiquement, et ma théorie, Jean-Emmanuel, je te charge d'exprimer ma théorie au peuple. Quand l'international vous dit d'aller à droite, il faut tout de suite aller à gauche parce que vos intérêts ne sont pas ceux de la communauté internationale. Nous n'avons pas d'intérêt commun. Alors, mais attention, il faut un bémol. Tu mettras le bémol tout à l'heure, Jean-Emmanuel. Mais... et mon bémol à moi, c'est de dire que on ne peut pas vivre en autarcie. Non, on est tous interreliés. On est tous interreliés, on a tous des intérêts communs.
Quand est-ce que, dans les mathématiques, quand j'ai commencé à faire les mathématiques modernes, on parlait d'ensemble, n'est-ce pas? On est d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une arrogance des pays Voilà du Nord. la question. Voilà la question. Quand est-ce que c'est une arrogance? Quand est-ce que c'est une permission qu'on laisse à l'autre? Parce que moi, j'ai vu un Michel Martelly, président d'Haïti, devant le jeune Obama, là, n'est-ce pas? Il était jeune à cette époque-là. Mais vraiment, là, c'était du n'importe quoi. Et moi, si j'étais à la place d'Obama, je lui aurais dit d'aller chercher un verre pour moi, de m'apporter un verre. De plus en plus, la première élection de Martelly est remise en question par certains analystes, ils disant justement qu'elle a été pilotée par les Américains. Est-ce que c'est vraiment le cas? Comment ça a été fait? Ça mériterait certainement une grande enquête qui n'aura jamais lieu parce qu'on n'a pas les fonds. Ah non, mais Étienne, non. Mais... Non, mais c'est même pas. Ça a été, d'abord, c'est pas nouveau. Ça a été remis en question. Et même le président de ce conseil électoral provisoire a par la suite, et j'ai nommé M. Oppon, Pierre-Louis Oppon, il a par la suite dit que les élections, les résultats qui avaient été donnés, qui avaient été publiés, ne sont pas les résultats qu'il avait donnés pour publication. Et Étienne Côté-Paluc, que tout, pour rester avec Jean-Emmanuel, avec aussi et France, mais aussi avec Michel Martelly comme président. Ce président-là, quand on dit c'est la faute de l'autre, ce président-là a défendu du bec et des ongles l'institution des Nations Unies qui nous a apporté le choléra. C'est une réalité admise après enquête scientifique sur le terrain, admise par les Nations Unies elles-mêmes après s'être fait tirer les oreilles. Mais Michel Martelly a continué à marteler, non, c'était pas de la responsabilité des Nations Unies. Alors, avec des présidents comme ça, avec des gens comme ça, est-ce qu'on a besoin d'ennemis? Quelquefois, mais Maître Pierre, entendons-nous. Quand vous nommez quelqu'un, on ne sait même pas si M. Martelly n'était pas citoyen américain. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui, dans un discours, dit il ne croit pas. Il n'a jamais affirmé qu'il ne savait pas. Il ne croit pas qu'il est américain. Bon, bref. Il a dit qu'il est haïtien. Attendez. Non, on ne sait pas. On ne sait pas, puisque... L'ambassadeur a dit, Jean-Emmanuel, c'est ça? Il est, le président est haïtien. Il a dit qu'il ne sait pas... Il ne croit non, Franz. Il y avait même démonstration de passeport. Tu oublies oui, conférence de presse. Non, mais conférence de presse pour dire que le président n'est pas américain. Il n'a pas dit qu'il était haïtien, mais qu'il n'est pas américain. Mais ça revient au même. Il a dit qu'il n'était pas américain. Peut-être qu'il est italien. Ça a été la même chose que Sud d'Artignave. Il y avait 3 candidats possibles. Les Américains ont dit le docteur Rosalvo Bobo, il n'est pas pro-américain, il faut l'écarter. Et l'autre candidat, c'était le grand-père du docteur Roy, M. Léger. Et ils ont dit, écoutez, on ne peut pas accepter M. Léger. Et ils ont demandé à M. Léger, qui était ambassadeur aux États-Unis, avant, de dire s'il voulait être, puisqu'il parlait anglais, il connaissait les États-Unis. M. Léger a dit, vous ne voulez que des marionnettes, et moi, je ne serai pas votre marionnette. Alors, ils ont mis la main sur M. Sud-Dartignave. Vous savez, c'est comme ça que ça opère. Même quand le président Borno avait dit, nous voulons la collaboration franche et loyale, ils lui ont dit non, c'est nous qui donnons les ordres. C'est-à-dire, au fait, ne vous méprenez pas, la politique, c'est toujours du domaine du rapport de force. Et là encore, et plus encore, quand il y a des interventions militaires, c'est les commandants militaires qui passent les ordres. Alors, ne nous faisons pas d'illusions. Vous choisissez quelqu'un. Monsieur Seyten Fous, dont nous avons publié le livre, rappelait comment le représentant des Nations Unies avait menacé à l'époque le président Préval de dire si vous n'êtes pas d'accord, on pourrait toujours emmener un avion et vous déporter. Donc on sait très bien que Mulet nous l'a dit, les yeux dans les yeux. On ne peut négocier que quand vous avez une force capable d'être prise
pris en considération. Messieurs, est-ce que nous pouvons avoir une entente sur cette question-là cet après-midi et peut-être une fois pour toutes? Oui, il y a l'ingérence, l'arrogance de la communauté internationale, mais ça en est d'autant facilité par le comportement des uns et des autres au pouvoir en Haïti. Tout le monde veut avoir son blanc en Haïti pour avoir le pouvoir. Je connais pas de prétendant au titre qui n'est pas son blanc dans ses poches, qui va avoir visité Washington pour se faire donner des ordres. Mais messieurs, qui se trouverait dans cette position-là? Moi-même, si je pouvais me trouver dans une position par rapport à un pays, par rapport à une famille, je le ferais, j'abuserais. C'est vous qui me donnez ce pouvoir-là que j'ai sur vous. Les problèmes en Haïti, comme je l'explique souvent, c'est un tango qui se joue à deux. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique qui est rejetée par la majorité de la population et qui est immensément corrompue et qui joue un tango avec la communauté internationale. Et ce tango-là est loin d'être fini. Chacun promet qu'il va l'arrêter, que cette spirale va s'arrêter, mais elle finit par s'empirer. Et donc là, on va voir cette année 2023 si les choses vont changer. Est-ce que c'est le Montana avec sa solution de rupture par rapport à la politique haïtienne qui va mettre un frein à tout ça? Est-ce que c'est la dernière coalition qui va peut-être mettre de l'eau dans son vin pour rassembler vraiment une large proportion de groupes avec lui? Ça reste à voir, mais c'est clair qu'il y a un problème à la fois au niveau international, mais à la fois au niveau de la culture politique des politiciens haïtiens. Des deux côtés, et ça s'entretient. Et souvent, ce qui se passe, c'est que comme les diplomates et tout ça, la communauté internationale, sont à la fois arrogants, mais à la fois, comme on avait dit la dernière fois, une naïveté arrogante. Il y a une certaine mécompréhension du pays avec laquelle les politiciens haïtiens aiment bien jouer et aiment bien se faufiler. Et ça se joue comme ça. Jean-Emmanuel, on dirait... Parlez-moi de ça, Blanc-Moinan. Il comprend très bien. Alors, ce qu'il y a, je suis d'accord avec Étienne. Je me rappelle, j'avais une conversation au lendemain d'un article de voyage qu'un confrère avait fait en Haïti. Peut-être une fin de semaine, une semaine tout au plus, et il revient, il écrit un article long comme le bras, ou une série d'articles sur Haïti, sur les gens, sur les problèmes sur ça, Et puis je dis, arrêtez. Et je reviens à notre ami le professeur Seitenfous, Ricardo Seitenfous, quand il dit, Franz Voltaire, que Haïti est une femme trop complexe pour qu'on pense pouvoir la comprendre en quelques jours. Voilà, même la comprendre tout court. C'est ça, et c'est un peu ce que j'avais dit à cet ami journaliste pour lui dire, je sais, et c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui soit de mauvaise foi, mais il a été à ce moment-là agaçant, tu sais. Vous avez le cas de écoute Pierre-Emmanuel, vous avez le cas de journalistes qui débarquent en Haïti, qui ne parlent pas la langue, qui ne connaissent pas l'histoire, et qui ne connaissent pas les problèmes, parce que les problèmes, il faut les étudier. Et qui émettent des avis après ça. Et qui arrivent et qui écrit un article après une semaine. Vous savez, c'est toujours la blague du type qui immigre à Montréal, il arrive, il passe une semaine, il a cru tout comprendre, et puis 30 ans plus tard, il voit que c'est beaucoup trop complexe pour comprendre. Donc, c'est toujours la même chose. Vous avez des gens qui simplifient, qui interviennent. Moi, je connais les cas, puisque des fois, leurs recherchistes m'appellent, ils veulent tout savoir, et je leur dis, mais il y a des livres à lire, il y a des trucs à voir, il y a des films à voir, il faut comprendre la complexité de ce pays. Et ils veulent trouver la solution. Ils pensent qu'eux pourront trouver la solution qui va réussir à régler ces problèmes-là. J'ai vu à Radio-Canada un spécialiste après le tremblement de terre qui conseillait et qui a dit non, il ne faut pas leur donner des maisons trop sophistiquées, hein, c'est des gens simples, hein, c'est des gens simples, un Français en plus. Là, hein? Donc, quand on est étranger en Haïti, blanc, pour ne pas le dire, on vient avec une culture puis un bagage techniciste. C'est-à-dire que
il y a une certaine supériorité économique claire qui tend à prouver une supériorité techniciste, en tout cas dans la tête de ces gens-là, et qui pensent que c'est un problème de connaissance qui fait que le pays n'arrive pas et que eux, avec leur connaissance, vont réussir à trouver ce qui va pouvoir être fait. Étienne, tu as tellement raison. D'ailleurs, c'est une des choses contre lesquelles on s'est battu lors de plusieurs rassemblements, réflexions qu'on a organisés, que CPAM a organisé au lendemain du tremblement de terre. Pendant longtemps, c'est vrai que les gens sur le terrain, tu as une certaine élite, entre guillemets, politique en particulier, en partie très médiocre, et qui ne veulent pas entendre parler d'une arrivée de la diaspora, d'une implication de la diaspora, parce que ça remettrait en question leur supériorité au royaume des aveugles, tu comprends, où le borgne règne. Mais il y a aussi, et on a fait cette réflexion, et il est dans son lieu de vérité, on est dans le mensonge, Georges Anglade, un des après-midi que j'avais organisé de réflexion avec lui, et on posait le problème fondamental. Il est mort dans le tremblement de terre d'ailleurs. Un des problèmes qu'on posait, c'était aussi une certaine arrogance ou bien suffisance liée à ce discours et cette démarche techniciste de l'international que les spécialistes, les intellectuels de la diaspora, haïtiens de la diaspora, ont fini aussi par épouser, et qui souvent abordent la question en Haïti avec cette arrogance que je ne veux pas qualifier d'arrogance. Donc, ce qui fait que l'interpénétration des forces des fils d'Haïti, de l'intérieur comme de l'extérieur, viennent s'achoper à cette incompréhension-là. Et on est d'accord, on est d'accord, messieurs, il faut aller à la pause, mais il y a ceci, moi je regarde toujours des deux côtés, parce que moi, quand même, j'ai un certain âge, j'ai vu des coopérations qui en étaient de vraies coopérations. Aujourd'hui, cette aide-là n'aide plus Haïti. Cette coopération n'en est pas, ça va dans un seul sens, c'est de manière verticale. Et le plus qu'on vous envoie sur le terrain, j'ai vu de mes yeux vus, là, c'est des Blancs-Bec. Qui a parlé de Blanc-Bec tout à l'heure, là? Étienne est très vieux parmi les coopérants qui vont en Haïti. Je ne suis pas coopérant. Non, mais il n'est pas coopérant, il est journaliste avec une barbe comme ça, là. Étienne, tu fais figure de vieux, même si tu n'es pas vieux, n'est-ce pas? Grisonnant de la barbe. Mais oui, en plus, ils sont... Tu imberbes, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est eux qui commandent dans ce pays. Autrement dit, c'est avec le temps, qu'on a perdu du respect pour Haïti. Exactement, et on n'en va plus les gens d'expérience, on envoie les jeunes faire leur début de carrière. Aujourd'hui, est-ce que, moi je regarde la plupart des dirigeants en Haïti, est-ce qu'ils méritent mon respect? Non. Pourquoi ils mériteraient le respect de l'étranger qui les regarde faire, là, ne voyant aucun savoir-faire? Pourquoi? Dites-moi. Alors, messieurs, moi-même, je suis d'avis que cette responsabilité incombe. Le respect, on se mérite le respect de l'autre. Et tu as raison, c'est-à-dire que jusque dans les années 90, c'est-à-dire au moment du coup d'État, parce qu'il y a un déclin aussi qui a commencé avec la période du coup d'État, jusque dans les années 90, on envoyait fin 90, mi-80, à la fin des années 80 et début des années 90, on envoyait en Haïti des diplomates expérimentés. De poids. Parce que c'était un terrain complexe et on savait que c'était complexe. Absolument. On gérait à la fois d'un côté la dictature, toute la fragilité avec la dictature, parce que de temps en temps, il fallait prendre le contrôle de la situation, mais aussi il y avait, après la chute de la Maison du Valier, une autre situation, l'émergence de mouvements
qui exigeait plus de la part des relations internationales, dans les échanges avec l'international. Je sais qu'il faut qu'on ait la pause. J'ai bien hâte d'entendre Franz là-dessus après la pause. Après la pause, parce que je voulais aller regarder, messieurs, je peux forcer et pour entendre Franz tout de suite, parce que après la pause, dans ma tête, le schéma, c'est qu'on regarde les arrestations qui vont aux États-Unis, Absolument. la suite, la mort, l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Franz, as-tu une conclusion sur ce point? Non, je faut aller à la pause. Allons-y. D'accord, on y va. Voilà, bye bye.